Bonsoir, bienvenue à Pour tout l'amour du monde. C'est un très grand plaisir pour moi aujourd'hui de recevoir Louena Sassani. Il est écrivain. Je l'avais reçu lorsque j'animais pour Ginette Gratton-Reçoit. On avait parlé de son premier roman, La coureuse des vents, que j'avais adoré. Je l'ai ici encore. Je le garde comme un livre de chevet. Merci, Louena, d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi pour cette invitation. Je suis vraiment très content d'être à nouveau ici. Le nouveau roman de Louena s'intitule La République de l'abîme. C'est un conte. On raconte une histoire, l'histoire d'hommes et de femmes qui vivent dans une théocratie. Et une théocratie qui, bien sûr, promet le ciel à ceux qui croient et ceux qui suivent les règlements de ceux qui ont décidé que c'était une théocratie et qui font les règlements comme ils l'entendent. Et il y a trois jeunes universitaires, trois jeunes hommes, chômeurs, qui essaient de comprendre comment on est passé d'un état où il y avait beaucoup de tolérance, où les gens pouvaient vivre ensemble, à cet état qui est très intolérant, qui n'accepte plus l'autre et la différence. Non seulement ils essaient de comprendre, ils essaient de vivre dans cet état. L'écriture, c'est d'une écriture absolument superbe. Félicitations, Louena. Merci. Ça vient d'où, premièrement, cette écriture, ce désir qu'on ressent de vouloir partager une histoire? Je pense que, d'abord, je suis originaire d'un peuple qui adore conter des histoires. Pendant des millénaires, l'oralité est la mémoire, est notre mémoire essentielle. C'est les Berbères. Les Berbères, en l'occurrence. Et parce que nous avons subi toutes les acculturations inimaginables, nous avons été conquis par pas mal de conquérants. Il fallait donc, par instinct de survie, en quelque sorte, développer des mécanismes d'autodéfense pour sauvegarder sa culture. Lorsque on ferme l'extériorité, eh ben on développe des choses dans l'espace intérieur. Et autour de moi, depuis que j'étais enfant, je n'ai été entouré que par des conteuses et des conteurs. Ma grand-mère, ma mère, toutes les grands-mères, toutes les mères, tous les pères sont des conteurs. Naguère, avant l'avènement, on va dire, de la modernité avec tout ce qu'elle offre aujourd'hui, l'électricité entre autres, il y avait les veillées nocturnes. Les veillées nocturnes, nous nous assoyons autour du feu jusqu'à des heures tardives. Et c'est là que nous nous enquérions du monde, aussi bien proche que lointain. L'ailleurs nous parvenait justement à travers le conte des princes et des princesses, des ogres et des ogresses, ces éléments extérieurs qui n'ont de cesse de remodeler notre monde. Qui est très présent dans La coureuse des vents. Exactement. Oh, oui. Et donc, pour répondre un petit peu, aller directement à la question, je pense qu'il n'y a pas une manière d'écrire. La seule manière d'écrire, c'est l'écriture. Écrire et encore écrire. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Oui, mais il y a des images qui viennent à la tête. Oui. Il y a une façon d'agencer ces images, une façon de les transmettre qui est unique à Louena Sassani. Je pense que je m'estime chanceux. J'habite une région qui est ouverte sur la Méditerranée, une région qui a toujours eu des apports avec l'extériorité extraordinaire. Et puis, j'habite une maison où la première chose que je vois en me réveillant le matin, c'est la Méditerranée, l'azur, l'infini. Et puis, derrière, sur mon dos, j'ai l'orgueil des montagnes des Babors. Cette dualité nous a un petit peu construit. La colline, la plaine, la mer, à travers ces va-et-vient, construit une manière de penser, une manière de réfléchir. On fait partie de cette nature. Oui. Hein? Et cette nature nous influence, qu'on le veuille ou non. Exactement. On s'en rend même pas compte. Et quelque part, c'est ce que je raconte dans le roman. Oui. On ne peut pas imposer.
une géographie, parce qu'une géographie, il produit une pensée. Oui. Un arbre, il produit une manière de regarder. Une rivière, un ruisseau, il produit la manière d'appréhender le monde. Oui, De même, d'appréhender le temps exactement, aussi, entre autres. Parce que l'espace-temps. quand on voit la rivière qui passe, qui coule, c'est pas la même chose, qu'on n'a pas la même notion du temps, la même impression du temps que de regarder un lac qui est calme. Exactement. Et ce qui se passe justement avec des systèmes idéologiques innombrables, rationalisés, c'est que on essaye de déplacer par l'idée une géographie. Je m'explique un petit peu, ça veut dire on se dit, parce que ce système a fonctionné à une époque donnée, parce que ce système a fonctionné dans un pays, il peut fonctionner ailleurs. Ce n'est pas du tout vrai. Nous sommes le fruit de notre espace. Notre manière de parler a été produit par la pierre autour de nous, par la montagne autour de nous, par notre rapport à l'État, notre rapport aux frontières, etc., etc. Donc, je ne sais pas est-ce absolument, absolument. Et puis, puis c'est ce qu'on ressent dans le livre. C'est comme organique, dans le sens qu'on fait partie, quand on lit le roman, on est observateur, mais on est en même temps une partie du roman et on ressent ce lien profond qui existe entre comment les gens se développent et ce qu'ils vivent. Et encore ici, les jeunes, nos trois jeunes, jeunes gens qui cherchent, partent en marchant. Ils partent en marchant. Ils partent en marchant. Ça, la marche, elle est importante Exactement. aussi dans tes romans, dans La coureuse des vents aussi. Et quand on regarde à peu près toutes les grands... la Bible, dans la Bible, Jésus marchait toujours. Il y a toujours dans tous les peuples autochtones, il y a des peuples nomades. Tous les prophètes ont marché. Tous les prophètes tous les empereurs ont marché. Oui. Tous les rois ont marché. Pourquoi? Puis on marche dans un territoire et on se laisse imprégner par ce qu'on voit et ce qu'on rencontre. L'un de mes personnages, si ce n'est pas le personnage central, c'est Akal. Oui, mais en berbère, se dit Echel. Echel. Echel en berbère, ça veut dire la terre. Et donc, j'ai rattaché délibérément, enfin, j'ai choisi le nom d'Echel par rapport à l'ancrage dans un espace-temps. Et lui, il se pose la question de justement ce déracinement qu'on essaye d'imposer quotidiennement, alors qu'il a une mémoire, ou des mémoires. Il a une histoire, des histoires. Et donc, son ancrage à la Terre est un petit peu une remise en cause de cette mémoire importée qui arrive d'ailleurs. Et sa mémoire lui arrive par ses parents, entre autres, qui lui parlent de ce poète qui, lui, s'imagine... Est-ce qu'il existe? Comment il s'appelle? Le conteur d'Andalous. D'Andalousie. Le conteur d'Andalous. Est-ce qu'il existe vraiment? Parce que son père et sa mère lui racontent toujours des histoires qui résonnent à l'intérieur de lui comme étant vraies. Mais il ne peut pas les vivre à l'extérieur. La première crainte, la première obsession de n'importe quelle tyrannie, de n'importe quelle dictature, aussi bien idéologique, divine, tout ce que l'on veut, c'est la pensée et le livre en l'occurrence. Et donc quand il ne reste plus rien dans l'espace public pour s'approprier ce passé, pour s'approprier une autre manière de regarder, il reste les maisons, l'intériorité, et puis il reste la mémoire des femmes et des vieux hommes qui deviennent des archives, où on sauvegarde le souvenir d'il y a longtemps, oui. Ce pays où il y avait, qui était un continent de possibles, ce pays de rencontres, où il y avait un espace pour l'altérité, un espace pour l'interculturalité, il y avait un espace pour l'interéchange entre les différentes cultures, les différentes religions, etc. On parle... Est-ce que Tafat, c'est une vraie ville ou c'est inventé? Tafat, veut dire en berbère... lumière. Lumière, oui. Dans ma langue maternelle, veut dire lumière. Alors, c'est une ville fictive. C'est une ville fictive. Par contre, ça pourrait être n'importe quelle ville. Oui. Et c'est une ville où, c'est un endroit où il y avait cette capacité de vivre avec l'autre, où les gens étaient curieux,
Un peu comme à Exactement. Cordoue, comme Exactement. c'était déjà, il y a quand même quelques siècles, où on pouvait... c'était pas une tolérance des religions, c'était une rencontre les uns des autres, un questionnement, une curiosité de qui est l'autre et comment on peut vivre ensemble, et non pas un jugement. Donc, il y a ça dans sa mémoire, il y a ça dans les histoires qu'on lui raconte, mais les livres, on les cache. On les cache, oui. Comme des trésors. Comme des trésors. Et comme lors du nazisme, où il y avait Oui. des autodafés célèbres, où on a brûlé des livres, des œuvres d'art, etc. Comme on les fait dans plusieurs pays du monde Exactement, présentement. jusqu'à aujourd'hui. Et des fois même, on se demande jusqu'à quel point certaines supposées démocraties se dirigent présentement quand on commence à dire que tout ce que vous entendez, c'est pas vrai, c'est faux, ce livre-là, c'est faux, ce livre-là, il est correct. Tu sais, les chefs, il y a des choses présentement qu'il faut surveiller quand on commence Exactement. à nous interdire que des choses qu'on peut dire et des choses qu'on peut pas dire. En effet, oui. Justement, il n'y a que les méthodes qui changent. Autrement, l'homme n'a pas si évolué depuis Homo sapiens. Hein. On a toujours de la difficulté à appréhender, à imaginer qu'il y a un monde derrière le ruisseau du village. D'où la phrase célèbre d'un dramaturge italien qui n'a pas quitté son pays et plein de préjugés, Carlo Goldoni. Et donc, lorsque Achal, il a été élevé, un petit peu nourri dans cet imaginaire honni, banni de l'espace public, et un monde merveilleux du genre Les Mille et Une Nuits lui parvient goutte à goutte, où l'on parle d'une Andalousie, pour revenir à votre question, d'une Andalousie raffinée. Savez-vous que c'est en Andalousie qu'a été écrite la première étude comparative entre les trois religions monothéistes. Oui. C'est en Andalousie, et il va entendre par le biais de son papa, qui était jadis un enseignant éclairé, un grand démocrate, un laïc, et qui a rejoint les maquis du silence après l'État théocratique. Oui. Il lui parlait d'un poète, d'un conteur, il lui parlait d'un village de musiciens décimés. Oui. Il lui parlait des poètes. Il lui parlait d'un monde, il lui parlait d'une époque où, dans son village, la plupart de ses congénères lisaient Nathan le Sage, une œuvre essentielle des Lumières, fécondatrice justement des siècles des Lumières, dans la mesure où il a posé la question de la tolérance à l'épicentre du vivre ensemble. Et Lessing a été vraiment brillant de le faire dans une pièce de théâtre. Parce que dans une pièce de théâtre, ça a l'air d'un jeu, puis il peut apporter les arguments et chacun va aller vers le personnage qui lui convient. Et savez-vous quoi? Mais le message est passé. Jusqu'à tout récemment, la pièce de Nathan le Sage a été refusée d'être présentée dans pas mal d'endroits, et même en Occident. Pour la simple et bonne raison qu'on revient à la question de la coureuse des vents, la vérité. Que Nathan le Sage, que Lessing ait posé dans l'allégorie de Nathan le Sage la question de la vérité, en disant que personne ne détient la vérité, que la vérité est quelque chose qui évolue en permanence, c'est une remise en cause de tous les jours, ne plaît pas forcément aux tenants de la religion orthodoxe. De toute religion. De toute religion, oui, quand il dépasse son intériorité. Oui, ici, c'est sûr que dans le livre, puis on s'en va à la pause, dans le roman, on parle d'une théocratie qui a comme arrière-plan l'islam, la religion musulmane. Mais ça pourrait être n'importe quelle théocratie. Mais évidemment. Ça pourrait être n'importe quelle tyrannie. Je vais aller à la pause sur cet extrait, puis on revient après. À un moment donné, dans le livre, Louénas écrit... mais c'est Achal qui... Comment tu dis, Achal? Achal. Bon, on peut dire Achal. Oui, le personnage principal, et je trouve ça très habile, comment on se promène du jeu au témoin dans le livre. J'ai compris cette nuit-là quelque chose de fatal. Je pense que c'est après qu'il avait été châtié. Exactement. Fouetté pour la simple et bonne raison qu'il ait été visité un
un imam Sofi qui a Oui. été apostasié parce qu'il a appelé à ce que l'on fête Oui. Qu'on Anzar, le fête dieu berbère ce de qui la était pluie, considéré comme un alors que dieu. lui, il était un imam tolérant, un imam d'un islam ancestral, où il y avait la possibilité de la rencontre des croyances, des foi ou des incroyances. Oui. Et pour cette simple raison, il a été Il a fouetté été fouetté. parce que Et un c'est... personnage banni de l'espace public, ça, on ne l'approche pas. Et donc, lui, il a compris quelque chose effectivement de Alors, il fatal. écrit, j'ai compris cette nuit-là quelque chose de fatal. La tyrannie sous des oripeaux mythologiques, humains, divins, patriotiques, idéologiques et patriotiques, ça peut être n'importe quel Oui. patriotisme, ne croit ni en Dieu, ni en la nature, ni en les hommes. Elle est animale, bestiale, monstrueuse. Elle sourd dans l'ignorance. Il y a une très belle phrase de l'écrivain marocain, je ne me rappelle pas dans quel roman il l'a écrite, Tahar Ben Jelloun, Oui. qui dit la religion, c'est le tout et le contraire de tout. Oui. Il faut seulement que chacun puisse épuiser son miel. Il y a aussi un penseur égyptien qui s'appelle Mohamed Hanafi, qui est le fondateur du concept l'islam politique, qui dit la religion, c'est comme un bazar. En vérité, c'est comme n'importe quelle idéologie. Quand on rentre, quand on cherche dans un capharnaüm, dans un bazar, on peut trouver de merveilleuses choses, comme on peut trouver des choses qu'on ne sait pas manier et qui finiront par nous exploser à la figure. Et donc, lui, il a compris ceci de la dictature. La dictature, c'est l'abolition de l'homme. Elle ne croit à absolument rien. Oui. Elle ne croit ni en Dieu, ni en l'homme, ni en l'animal, ni au végétal. Pour la simple et bonne raison que le but d'une puissance, une fois qu'il a... c'est le pouvoir. C'est le pouvoir. C'est le pouvoir, ni plus ni moins. Et tout pouvoir conduit à la corruption, il n'y a pas de doute. Exact. On va aller à la pause, on revient tout de suite. Restez avec nous. Je suis en compagnie de Louena Sassani et nous parlons de La République de l'Abîme, le roman qui vient tout juste d'être lancé aux éditions de l'Interligne. Félicitations encore une fois. Comme le premier roman, La coureuse des vents, c'est un roman qui est très inspirant. C'est beau à lire. On le lit avec une sorte de révérence, même si parfois c'est dur. Mais c'est dur, mais c'est doux en même temps. Mais c'est urgent.
J'espère que ce n'est pas le cas de la République de l'Abîme. Vous savez, dans la vie, on a des influences. Et parmi mes influences en lecture, bien entendu, il y a le grand écrivain algérien Kateb Yassine. Son œuvre Nejma, on va dire, c'est la plus grande œuvre romanesque algérienne. Et depuis la jeunesse première, et quand on découvre le livre et l'écriture, c'est un livre qui est un tant soit peu métifié, autour duquel orbite tout un monde imaginaire. Nejma, la femme à mi-chemin entre le réel et le rêve. Nejma, la femme aux origines obscures. Nejma, la multiplicité. Et donc la coureuse des vents s'en inspire La coureuse des un vents, petit où peu. de ce que je me souviens, c'est que le féminin est conservé à l'intérieur d'un arbre. Et justement, il y a pas mal d'amis, de proches qui m'ont dit, par rapport à l'écriture de La coureuse des vents, je leur dis toujours que je l'ai écrit d'une manière pyramidale. C'est-à-dire, plus tu avances dans l'histoire, plus tu glanes un détail par-ci, un détail par-ça, et tu recolles les morceaux pour aboutir à une finalité. Par contre, La République de l'Abîme, il m'a semblé que le message est beaucoup plus important que le reste. Ah oui, hein, pour toi, c'était plus important. C'est l'altérité, la nécessité du vivre ensemble. La nécessité de prendre conscience de l'autre en tant qu'alter ego qui me complète, devant le visage duquel j'ai une responsabilité. Cela dit, même si La coureuse des vents se situe sur un plan plus ou moins imaginaire, surtout imaginaire, avec une transcendance des frontières, etc., La République de l'Abîme, je l'ai située dans un espace-temps. Je l'ai situé par rapport à un vivre, je l'ai situé comme une parole d'urgence, comme une parole qui doit être dite. Oui. La dictature, pour reprendre ce que vous venez de lire, sous des oripeaux religieux, des oripeaux mythologiques, idéologiques, à partir du moment qu'elle œuvre uniquement pour l'uniformisation de la pensée, pour la massification d'une idée, on peut dire tout ce que l'on veut, unificatrice ou je ne sais quoi, elle devient délétère, elle devient dangereuse. L'essence même de la nature, c'est sa différence. Imaginons un petit peu la possibilité du monde sans toutes ses couleurs, sans toutes ces espèces, sans toutes... c'est un leurre que de croire que l'on peut uniformiser une société. C'est un leurre que de croire que l'on peut déshumaniser une société. Une société, on peut lui imposer. Ça s'est passé, par exemple, en Union soviétique. Mais ça oui, s'est passé. Oui. Il y a... Mais ça se passe présentement. Depuis la nuit des... Avec la montée du populisme, avec la montée de l'extrême droite. Exactement. En Occident, de ce patriotisme. Qu'est-ce que c'est le patriotisme, si ce n'est que de tenter d'écraser l'autre qui est différent? Jules Renard disait une magnifique phrase, « Derrière chaque patriotisme, il y a la guerre. Oui. C'est pour ça que je ne suis pas du tout patriote. » Quand on veut uniformiser la pensée, quand on veut conditionner une société, on met de l'avant toute une mythologie, on met un costume à convenance sur toute une histoire inventée, réinventée, de héros positifs et de héros ceci et cela, alors que l'humanité est plus complexe que cela. Oui, mais comment on explique que les gens adhèrent? C'est la question que Akal se pose aussi. Comment rester silencieux? Comment on explique que des gens qui restent... C'est parce qu'on s'imagine que ça n'arrivera pas? Oui, c'est ça. C'est que dans un livre, je ne me rappelle pas le titre, quand on ramenait les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, quand ils on les ramenait de force dans les trains pour être gazés, pour être incinérés, pour leur faire subir le génocide innommable, l'auteur, je ne me rappelle pas le nom de l'auteur, s'est intéressé non pas aux hommes, aux papas, aux mamans et aux enfants qui mouraient, qui partaient vers la mort dans l'indifférence la plus totale.
il s'est intéressé plutôt aux gens qui étaient dans la gare. Le vendeur à la sauvette, le Celui qui saltimbanque, continue à vivre sa vie comme si de celui rien qui n'était. ouvrait son commerce dans Oui, oui. l'espoir de glaner quelques rangs de plus. Il s'est intéressé à ces simples gens, des poètes, des artisans, des bourgeois, des pauvres, etc., qui voyaient la chose se faire dans l'indifférence la plus totale. Et il s'est posé la question, jusqu'à quel degré la responsabilité du génocide est attribuable uniquement à Hitler ou au nazisme en général. Il dit que c'est une responsabilité humaine, parce que nous avons laissé faire ça. C'est une responsabilité humaine parce que l'autre, l'altérité, pour revenir à Lévinas, ne nous interpelle pas. L'autre est loin de nous. L'autre n'est pas quelque chose qui nous pousse à être meilleur. Khalil Gibran dit « Le désir, c'est la moitié de la vie, l'indifférence, la moitié de la mort ». Et juste... Mais c'est un choix que les gens font à un moment donné d'être indifférents. C'est- Ou c'est de consciemment décider que je ne m'en occupe Vous savez, pas. je discutais avec un ami il n'y a pas très longtemps, on parlait justement de la générosité, l'avarice, la bonté, l'honnêteté. Un avare est un avare avant ou après la religion. Oui. Un honnête l'est avant ou après. Un bon l'est avant ou après. Ce que je veux dire par là, les humains, au fond, ils sont pareils. Qu'est-ce qui change? C'est l'écorce, c'est l'apparence. Mais au fond, pour revenir à cette question, on se dit, nous, on ne peut pas supporter la dictature. L'être humain, il se complaît. Et la dictature n'arrive pas qu'aux autres. Ça commence par notre indifférence. Oui, mais est-ce qu'on va tous rester indifférents la journée que ça va arriver? C'est tout le temps qu'on a pour cette première émission, mais on va faire une deuxième émission ensemble. Revenez-nous la semaine prochaine. Je poursuis avec Louis Sassani et on va continuer à parler de ce livre, La République de l'Abîme. Et on va voir qu'est-ce qu'on fait quand on voit la dictature monter, parce que j'ai bien l'impression que ça s'en vient ici aussi, ou pas très loin. À la semaine prochaine. Je m'excuse, je t'ai arrêté vite, mais... Ça passe vite, hein?